Fin décembre de l'année dernière, je suis allé en France pour voir Rachid. La maladie l'avait rendu amnésique et il n'était pas en forme. Mais ses souvenirs du passé étaient toujours présents. Au bout de quelques jours, après mon arrivée, il s'est un peu rétabli et a pu passer devant la caméra pour parler avec moi. En 1962, l'Algérie a obtenu son indépendance, après 130 ans de colonisation française et après des affrontements sanglants connus sous le nom de guerre d'Algérie. Des milliers de personnes ont été tuées dans ces combats. Des milliers d'Algériens ont fui leur pays et des milliers de Français sont arrivés en Algérie. Mais le jour de la liberté est finalement arrivé. Et le Front de libération nationale a réussi à chasser la France de son territoire. Rachid avait 20 ans à l'époque. Père, on était 7, hein? Que des garçons, hein? Que des garçons. Il n'y avait pas. Nous, on était français. L'Algérie, c'était une région française. Tout était français. Donc, la police, elle est française, l'école, elle est française, tout était français. Nous, on est gouverné, hein, on est correct, sinon, ça n'ira pas bien. Hein. Ben oui, à l'école, c'est eux, où que tu ailles, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui tiennent. Hein. Nous, rien, nous... Un an après l'indépendance, les communistes ont pris le pouvoir et les rivalités internes se sont intensifiées. Un coup d'État a eu lieu et le président, qui était lui-même l'un des leaders de la révolution algérienne, a été démis de ses fonctions. Le pays a été bouleversé et entré dans une nouvelle ère. Rachid est allé en Syrie pour poursuivre ses études, puis en France. فرنسا via میگن pour vivre heureux vivant که یه مسئله فرانسه میگه میخواهید در سعادت زندگی کنی مخفی زندگی کن زیاد آشنا خودتون آشنایی نه اینه. C'est Omar, le petit frère de Rachid. Comme il le dit lui-même, il est plus un frère que les autres. Je l'ai vu pour la première fois chez Rachid. Il a vécu en Iran et parle couramment persan. Une semaine après cette rencontre, je suis allé chez lui à Évry pour qu'il me raconte ses souvenirs de Rachid. À Alger, c'était les communistes. Les communistes qui régnaient, le communisme, tout le temps parlait que de la lutte des classes. Rachid, il revient de Syrie avec des idées lui aussi, donc il amène on va, ce qu'ils ont appelé plus tard l'islamisme. Mais lui, il a quand même voulu remettre à sa place l'islam. Avant de poursuivre des études islamiques à l'université de manière professionnelle, Rachid avait été initié aux sciences islamiques par son père. Le père de Rachid était l'un des disciples de Cheikh Ben Badis, l'un des plus éminents érudits algériens. Oui, mon père, il est un disciple de Cheikh Ben Badis. Cheikh Ben Badis, c'est l'homme qui a créé une association religieuse. Donc déjà, ça commençait à changer un peu la liberté en Algérie. Voilà. Il a créé une association et tous les religieux, les enfants religieux, ils allaient dans cette école-là. Voilà. Voilà. Et mon père, il enseignait dans cette association. Rachid a étudié la sociologie et la philosophie. Il a ensuite poursuivi ses études en sciences politiques et a effectué ses recherches au Collège de France, sous la supervision de Raymond Aron, éminent philosophe et sociologue français. Cependant, c'est Malek Ben Nabi qui a eu l'influence la plus importante sur lui. Ben Nabi était un philosophe politique algérien très respecté par les intellectuels arabes. Je pense que même la façon de parler de Rachid n'est pas sans rappeler celle de son mentor, Malek Ben Nabi. وإنما أتناول دائما القضية أو القضايا المعايشة في العالم الإسلامي
القضايا بجوانبها النفسية التي يمكن جمعها في كلمة موحدة أو عنوان موحد: إزمة الحضارة الإسلامية. أنا أحرص وأدافع، يجب أن نحافظ على القبائلية والشوية. لماذا؟ لأنها ذاكرة اللغات. كل الشعراء الكبار، حافظ، رومي، نعم. أيا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، البيت الأول. نعم. كي عشق صن مدول وليفتاض مشكلها. كل القصائد تبدأ بالبيت العربي بالفارسي. Oui, il parle aussi arabe. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il maîtrise également le persan, l'anglais, le grec, le latin, l'espagnol, le syriaque et l'amazigh. Sa fille disait: Yeah, my dad loves languages, and very young. I mean, I remember we were 6, 7 years old. He would teach us English, but he would teach us with songs and poems. Okay, he would always say the best way to learn a language is to learn text. So he taught us a lot of songs, you know, of his generation. So he taught us Bob Dylan. So he would teach us you know, famous poems of Victor Hugo, or he would teach us Les Fables de La Fontaine. And in the selection of text, he always makes sure there's values in it. Donc j'ai fait le grec, le latin, l'arabe, je l'ai appris seul. L'arabe, c'est pas au lycée, hein. Voilà. Et puis, donc, c'est un avantage apprendre les langues, aller dans les langues, c'est un avantage pour nous, c'est plus facile. Sa maîtrise des langues vivantes et anciennes du monde lui a permis de rejoindre le département de traduction de l'UNESCO en 1978. Déjà, l'UNESCO, il avait fait un concours. Rachid n'est pas un fonctionnaire de l'État algérien. Il est entré à l'UNESCO sur concours. امتحان گرفتن. بعد قبول شد. یعنی کار خودشه. دولت الجزایر کاری نداره. یک فونکسیونر بین المللی. Grâce à son travail à l'UNESCO, il a pu voyager dans de nombreuses parties du monde. En même temps, sa participation à des conférences scientifiques et à divers forums a fait de lui un orateur accompli, capable de parler avec ferveur et logique et de captiver un large public, en particulier les jeunes. Avant d'être à l'UNESCO, il allait déjà prêcher comme ça. Il avait une voiture, on allait, il était invité dans telle ville en Algérie, Djonoub, Aljazair, Chomal. Moi, j'allais avec lui. Et on a fait beaucoup même dans des lycées, hein, on allait, et Rachid, il parlait jusqu'à minuit, 2 heures du matin, tellement, lui, il était aimé quand il parle, tout ça. Il a beaucoup travaillé pour remettre l'islam comme sujet. La maison de Rachid se trouve en banlieue parisienne. Loin de l'agitation de la ville, mon hôtel était à quelques kilomètres de là. Chaque matin, je me rendais chez lui et je restais avec lui jusqu'au soir, afin de filmer si l'occasion se présentait, si son état le permettait. La porte de sa maison était toujours ouverte. C'est ce que j'ai entendu de son entourage aussi. Leur description du tempérament de Rachid me rappelait les contes anciens. Sometimes people would come stay 1 day, but sometimes they would stay 6 months. I remember we had all nationalities. We had Russians, Korean, Japanese, all the Arab world, the Americas. Like, we really truly had all nationalities. We would always say the house is like the UN house because my dad worked for the UN. We're like, truly, dad is like, you know, he's truly one full person. He's not a divided person, like he has one person, you know, outside and one inside. No, he was the same. Like, he worked in UNESCO and he truly was, he was the UN at home. À midi, alors que j'étais chez Rachid, j'ai décidé de faire quelque chose pour qu'il revoie un de ses vieux amis. Il s'appelait Vahid, un ami de 40 ans. Salam, salam.
Allô. Alaykoum salam. Allô. Comment ça va, Rachid? Ça va, alhamdoulilah. C'est qui? Ça va, alhamdulillah. Alhamdoulilah. Hein? Ah, je suis tellement heureux de te revoir après tant d'années. Comment vas-tu? Je t'entends très bien, Rachid. Hein? Rachid? Oui, je reconnais le visage, mais pas beaucoup. Mais ça fait, la mémoire ne fonctionne Ah, plus. mais tu ne me reconnais pas, c'est Vaïd. Hein? C'est Vaïd, Rachid. Plus tard, lors de mon voyage en Iran, j'ai retrouvé Vahid et j'ai organisé une rencontre avec lui à Téhéran. Vahid, diplomate iranien, influent en France dans les années 1980 et ami de longue date de Rachid, connaissait bien la communauté musulmane française de l'époque. شخصیت آقای بنی سایه شخصیتیه که درسته که در ارتباط با انقلاب اسلامی خیلی موضع‌گیریاش به اصطلاح پررنگه و باید بهش پرداخته بشه، اما فراتر از بحث انقلاب اسلامی ایران هستش. من یادمه تو سفرهایی که اومده بود ایران با هم صحبت میکردیم، مثلا اشاره میکرد به سخنرانی‌هایی که توی یمن داشت و چقدر از ظرفی، حالا قبل از اصلا بحث انصارالله و این جنگ 8 ساله یمن که تحمیل شده به مردم مظلوم یمن، صحبت ما رو خیلی قبل از اونه و از ظرفیت‌های یمن چقدر من از زبون ایشون بود اولین بار به اصطلاح اهمیت یمن بر من به اصطلاح مورد توجه قرار گرفته بود. Les liens de Rachid avec les Iraniens remontent à l'hiver 1979. À l'époque, l'ayatollah Khomeini résidait dans le petit village de Neuf-le-Château, près de Paris. Les idées de l'ayatollah Khomeini l'ont fasciné. Il a rendu visite à l'ayatollah et lui a prêté allégeance. Est-ce que vous rappelez, c'était quel jour vous avez fait, comment, et vous avez parlé, est-ce que vous avez parlé avec un Khomeini, vous parlez au sujet de quoi, est-ce que vous pouvez rappeler? Oui, j'ai parlé avec l'imam Khomeini, oui. Ah, il me demande qui tu es, voilà, qu'est-ce que... Ah, moi, je suis un disciple de l'imam Khomeini, hein, je suis votre disciple, voilà. C'est vous ma référence, voilà. Voilà. Je ne sais plus si c'est à Jamaran ou pas, mais je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Non, mais tu as raison. Parce que il y avait une fois, je suis allé avec mon enfant, mon petit-fils. C'est qui est-ce que j'ai vu? Je lui ai montré l'imam Khomeini. Non, c'est Asma. Hein? C'est Asma. Asma. C'était fille. C'est ma fille, ouais. Ah, voilà, c'est Asma, tu vois, elle se rappelle, moi. I was 5, I think. And then I remember a big gathering I think it's in Tehran, it was in Iran. After the meeting, he went he went privately to meet him. And I remember Imam Khomeini sitting in the back there with the bodyguards, and he had removed his hamama. And he took me on his laps, or I don't know, but Imam Khomeini prayed for me. We had the portrait of Imam Khomeini at that time in our house, and he would play there was a song that was Khomeini ya Imam, Khomeini ya Imam. Khomeini ya Imam, Khomeini ya Imam, ma musallah bi Allahu Akbarim, barsafi bishmalan hamlami barim. Bravo. Très bien, très bien. Barsafi bishmalan contre les ennemis hamlam barim. On parle contre les dushmanas, les ennemis. Cet hymne est l'un des symboles de la révolution islamique iranienne. Lorsque l'ayatollah Khomeini est rentré dans son pays après 14 ans d'exil, les Iraniens l'ont chanté à l'aéroport pour l'accueillir. Rachid disait que même son intérêt pour la langue persane a commencé à cette époque. Quand je lui ai demandé comment il avait appris le persan, il a répondu
Oui, mais pas, quoi, tu aimes Khomeini. Quand on aime Khomeini, il faut qu'on apprenne le persan. Hein, Ça, c'est la raison. hein? Ben, bien sûr. J'ai appris un petit peu le persan avant, mais c'est d'abord la révolution islamique. Moi, c'est Khomeini. C'est écouter j'ai appris le discours de Khomeini, etc. Après cela, Rachid s'est rendu en Iran à plusieurs reprises et a donné des conférences dans divers contextes. Hadi, qui se tient debout à l'extrême gauche de cette photo, était l'une des personnes qui l'ont accompagné lors de la première conférence officielle de Rachid en Iran. Je suis allé le voir pour qu'il me raconte le déroulement de cette séance. اوایل انقلاب بود. حالا شاید سال 50 و 1359 یا 1360 بود. یه کنفرانس بین المللی در خصوص نهج البلاغه توسط مؤسسه نهج البلاغه و این کنفرانس فقط برای داخلی ها نبود، میهمانان خارجی هم داشت. از بینشون آقای رشید بن عیسی بود. منم اصلا شناختی از ایشون نداشتم. یکی از دوستان گفتش که آقای بن عیسی میخواد عربی صحبت بکنه، ولی خب اکثر حاضرین در این کنفرانس فارسی زبان هستن به جز چند تا میهمان عرب زبان، و چون شما به زبان فارسی و عربی تسلط دارید، بد نیست شما برای ایشون سخنرانیشون ولو به صورت اختصار ترجمه کنید. یکی از جملات خیلی معروف که واقعا همه رو تحت تاثیر قرار داد، با یک لحن خطابی، آقای بن عیسی خیلی حس خطابی گرمی داره و خیلی انقلابی صحبت میکنه عمدتاً. ایشون گفتن که امام خمینی هیبت رو به عمومه برگرداند. ارتباطش با قم خیلی زیاد بود، حتی تا اونجا که اطلاع دارم یه منزلی هم توی قم خریداری کرده بود و ماها در قم ساکن بود و راجع به تشیع و بحث معرفتی تحقیق میکرد و میدونم که ارتباط خیلی فعالی داشت با حوزه. حالا به سخنرانی استاد رشید بن عیسی که از متفکرین و مبارزین و فعالهای اهل الجزائر هستند گوش میدیم. بفرمایید. سأتحدث أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأتحدث باللغة الإنجليزية لتدارك ما فات إخواننا الناطقين والذين يفهمون الإنجليزية. I'll speak in English to convey some of the meanings which were conveyed in this seminar to our English-speaking brothers. Voici Madame Christine Guillaume, journaliste basée à Paris. Elle interviewait régulièrement Rachid pendant la présence de Rachid à l'UNESCO et était au courant de ses activités. À propos des conférences de Rachid, elle a déclaré « Mais il était invité, c'est vrai, aux États-Unis, en Angleterre, en Autriche, en Turquie, en Iran. Il était partout. Oui, c'est vrai, il était parlé de l'islam vrai, l'islam authentique. Bien sûr, il parlait de l'islam authentique et il ne mettait pas l'accent sur le schisme, mais en même temps, au fond de lui, il avait ça. Mais c'était un homme passionné, quoi. C'est un homme passionné, on va dire. Passionné, animé de l'amour, mais qui a aussi son ego, hein, comme tout individu. Enfin, à mon avis, c'est ça. معروفه که عکس امام خمینی تو دفتر کارش تو یونسکو به دیوار زده بود و بسیار از این بابت مورد هجمه و چیز قرار داشت، انتقاد قرار داشت، ولی خیلی قوی از اون تفکر خودش همیشه دفاع میکرد و تو محافل عمومی و خصوصی ابایی نداشت که اظهار بکنه این وفاداری خودش رو نسبت به حرکت انقلاب اسلامی. اصولا وقتی که فانکسیونه یونسکو هستی یا یونایتد نیشنز حق ندارید بگید حرف بزنید، ولی رشید این کار رو کرده. Les gens étaient étonnés que moi je soutiens Khomeini, très
Oui, c'était pas... L'UNESCO, ils m'ont menacé, hein. Ouais, ils m'ont menacé. Pourquoi? Parce que je parle de Khomeini, tu parles de... Toi, tu es fonctionnaire international, tu n'es pas là pour... et moi... Vous aviez un photo de Khomeini dans votre chambre, Voilà, à l'UNESCO. dans mon bureau. Vous pouvez ramener la photo. Non, parce que je veux témoigner qu'il y a un homme... il faut shahada, il faut être shahid. Le jour où les amis de Rachid lui ont rendu visite, la maison était remplie de l'odeur du gâteau à la cannelle et du thé parfumé à la cardamome et à l'eau de rose. Rachid a parlé de ses souvenirs et de la guerre en Bosnie. Il disait que c'était l'une des périodes de sa vie dont il était le plus fier. Il parlait d'une guerre qui s'est déroulée entre 1992 et 1995, au cours de laquelle les musulmans de Bosnie ont été massacrés. Il était allé en Bosnie et il est passé par la Croatie. Et là, les Croates, ils ont failli vraiment faire l'irréparable, quoi. Mais Dieu encore a sauvé mon frère une autre fois, mais il est rentré et il a organisé, à son retour, il a organisé une aide matérielle, une aide alimentaire, une aide à nos frères qui mouraient là-bas en Bosnie. On les tuait comme ça parce qu'il n'y avait aucun pays musulman. He did go to Bosnia, and I remember actually before going to Bosnia, he thought he wouldn't come back. Abdelrahman Achour, l'un des vieux amis de Rachid, se souvient bien de ces jours-là. Je suis allé le voir à Munich. I met Brother Rashid in London in 1993, exactly. There was a time when the Bosnian War had already started. He took this burden on his shoulders, one of very few people in Europe who actually decided to do something to help the Bosnian nation. To send, I think, 2 lorries a week to Bosnia. I mean, he did everything he could to come to help these people. Yeah, he was so active, going from town to town, from city to city, and talk to people, and make them aware of the problem, make them understand the conflict, discuss actually the true picture. Because what we used to hear from the news and the reality were 2 different things. And when he came to England that time, he was doing the same thing. He was going from mosque to mosque, from place to place, to tell the people about the war, the conflict in Bosnia, what was going on, and everything, and the consequences, and the hell the Bosnian people were going through, and the massacres, which many people didn't know unless you had first-hand information because you had contact, or you've been there, or you know somebody who was there. There's no way you would find this information. Alhamdulillah, la Bosnie, c'est un de mes chapitres. Alhamdulillah, j'ai tout fait en Bosnie. Le risque physique, on pouvait me tuer, et j'ai financé 28 ou 30 jeunes pour venir combattre, voilà, pour faire djihad avec les musulmans. J'ai pris en charge des familles comme ça,
J'ai fait beaucoup de choses en Bosnie, alhamdoulilah. Effectivement, nous parlions beaucoup de ça à l'époque, parce qu'il il avait reçu des Bosniaques et il recevait les Bosniaques qui exilaient, qui fuyaient la guerre, et c'était des femmes, et il les recevait avec leurs enfants, et il les aidait beaucoup, oui, parce qu'il avait, il a une propriété, bon, Savigny-sur-Orge, moi j'y allais. Madame Guillaume m'a recommandé de rendre visite à Maria Poumier. Maria Poumier, militante politique, écrivaine et professeure d'université, vivait dans un village près de la Normandie. Il y a quelques années, elle avait réalisé un documentaire sur Roger Garaudy et avait interviewé Rachid à son sujet. Les paroles de Madame Poumier ont montré un aspect de l'activité de Rachid qui m'était nouveau. Je le présenterai pour son action la plus subversive, ce que j'ai reflété dans mon film Limpide dans la noirceur du siècle, hommage à Roger Garaudy. Ce qu'il a dit, c'était la défense de Roger Garaudy sur le sujet absolument tabou, absolument interdit en Occident, les mensonges montés par la propagande sioniste la plus odieuse, hein, autour des crimes de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils appellent la Shoah, le génocide des Juifs, qui, pour cette élite absolument criminelle, devait être vengée par le sang des Palestiniens, ce qui n'a aucun sens. Et là, Rachid a fait une défense de ce qu'on appelle l'école révisionniste française, de Robert Forisson en particulier, de Dieudonné, notre militant sur le mode humoristique, mais qui a aussi beaucoup éveillé les Français. Mais montrer ça au cœur de l'histoire de l'Europe, c'est très courageux. Et Rachid Ben Aïssa est l'Algérien français qui l'a fait avec le plus d'audace, de sérieux, d'arguments. Les discours de Rachid, son soutien à la Palestine et à la défense de la révolution islamique iranienne lui ont causé beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas tout. Même ses idées d'unité dans le monde musulman n'ont pas plu à certains grands leaders d'autres branches de l'islam. Ces problèmes ont atteint un tel point qu'il a été interdit d'entrer en Algérie et des restrictions ont été imposées à son encontre en France. در الجزایر خب دشمن داشت. خب یه عده عمدتاً قشر شیعه یا کسانی که همدلی با شیعه دارن در الجزایر خب بهش احترام میذاشتن. ولی خب جریان‌های دیگری در الجزایر بود که خب عمدتاً رشید بن عیسی به مدت اصلا ممنوع الورود بود به الجزایر، موضع گیری کرد. ممنوع الورود بودن رسمی بود یا نه؟ نه رسما ایشون به من میگفت من ممنوع ورودم. فشارهای عدیده بهش وارد می آوردن که جلوی این ابراز عقیده رو تا میتونن بگیرن و یک سانسوری رو بهش تحمیل بکنن. Some period were very stressful, very stressful. There was a time where he was taken from the French police at 6 o'clock in the morning or 5 o'clock in the morning. They came and rang at our door because at that time there were some bombs in France, and that was early 90s. And you know they're like, oh, you might be involved in this. And when they took him, you don't know if he's coming back or not. You know, we knew that we didn't have any privacy, that whatever we say was recorded. برای چی باید از انقلاب دفاع کنه؟ چه منفعتی داشت اساسا؟ غیر از اینکه طرد شد، غیر از اینکه بهای سنگینی پرداخت کرد به خاطر حمایت خودش از این انقلاب در مقابل دولت فرانسه، در مقابل دولت خودش، در مقابل بسیاری از جریانات سنی که پایگاه به اصطلاح مخاطب هوادار او بودن، خیلی به اصطلاح باهاش موضع گرفتن. به نظرتون مهمترین ویژگی آقای رشید چیه؟ چه ویژگی توی ایشون خیلی برجسته و مهمه؟ Voilà, je crois que c'est le courage, hein, شجاعت. Yani très courageux. Moi-même, j'ai peur des fois. Moi-même, quand je suis avec lui, je le vois, je lui dis non, pas tant que ça, baisse. Il en a goût, c'est trop. Valérie. أتم مع الشيخ القرضاوي عندما جئت بايعت الإمام، قال التقينا، قال أعوذ بالله الأخ رشيد، هل يجوز تنزيل الشيعة بمنزلة أهل الكتاب؟
وهم يصلون صلاتنا إلى آخره قبل 20 يوما التي تخربنا كل يوم. حذر الأمة من كيف نفعل. العلماء هم الذين يفسدون. Ceci est l'image du dernier jour où je suis allé voir Rachid. Comme la première fois, son frère était présent. Il est plus un frère que les autres. Après le goûter, j'ai jeté un coup d'œil dans sa bibliothèque. Des sujets variés dans différentes langues et des œuvres dans lesquelles il a joué un rôle, comme celle-ci, La crise du monde moderne, de René Guénon, avec une préface de Rachid Benaïssa. Rachid tabi'atesh, nemitune saketche. Il ne peut pas ne pas parler, Rachid. Mon frère Rachid, il a toujours voulu faire connaître des choses. And I'm sure, right? So, and that was his fight against any going forward and facing reality on the ground because it wasn't that easy. Many times he will be asked to leave the university because of what he said, or stop the conference because of what he said. Because the moment you touch the nervous system of the system itself, then you went over the red line, and then the reaction is obvious, you know. Of losing his life or losing his job. Many times at UNESCO he was told off, oh, you shouldn't say that, oh, if you say that you're going to lose your job. But he would always say, you know, he always said, if you know you have the truth with you, this is his word, he says, like, if you know you have the truth with you, you're not afraid. He would always focus on the duty and keep going. It's like he has a vision, we need to keep working. I think he deserves it, really. He deserved to be remembered. He was a special brother. He gave everything, he gave his life to Muslims and to Islam. And he deserves to be remembered. Je veux garder gravé à jamais dans ma mémoire le souvenir de ma rencontre avec Rachid, avant que le temps l'efface de ma mémoire.